Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec Unifrance avec nous ce soir pour la conférence de presse autour de nos 10 Talents to Watch 2022. Un peu de housekeeping avant de commencer. Vous pouvez poser vos questions tout au long de cette séance avec le bouton Q&A dans la fameuse barre Zoom que tout le monde connaît si bien maintenant. A little bit of housekeeping before we start. You can use the Q&A button to ask your questions and we will take them in. And for those who want to follow the whole conference in English, Masumi, our great translator, who I thank a lot for her work, will be translating directly in English. There also you use the globe world button and press on English to follow us in English. C'est la 9e édition de cette initiative et Unifrance souhaite mettre en lumière ces réalisateurs, réalisatrices, acteurs et actrices qui ont déjà fait leur travail dont on a beaucoup parlé tout au long des derniers mois dans les festivals internationaux et sur les écrans du monde. Unifrance va vous faire travailler un peu plus, veut vous aider, veut vous accompagner à l'international, vous mettre en scène et nous vous emmener dans nos différentes initiatives que pour une partie nous allons créer cette année. Donc merci par avance pour votre présence déjà ce soir et tout au long, j'espère, de cette année que nous allons passer ensemble. Nous travaillons avec un comité de sélection qui vous choisit et je veux vraiment les remercier chaleureusement. C'est du travail. Je les cite. Merci Lisa Nelson de Screen International. Merci Fabien Lemercier de Cineuropa. Merci Elsa Keslasi de Variety. Et merci Jordan Minzer du Hollywood Reporter. Je vais vous les présenter maintenant rapidement. Je commence à ma droite, donc à votre gauche, tout de suite avec Charline Bourgeois-Taquet, réalisatrice du film Les Amours d'Anaïs. Alice Diop, réalisatrice du film Nous. Arthur Harari, réalisateur du film Onoda. Alors après, c'est Karim Leclou. Alors Karim Leclou, acteur dans Bac Nord notamment cette année. Il est jeune papa, donc il est à la maison. Je pense qu'il est de tout cœur avec nous, mais on a préféré de le laisser en famille ce soir. Donc je continue avec Déborah Lukumwena, qu'on a vu cette année notamment dans Entre les vagues et Robuste. Rabah Naïtou Fela, acteur dans le film Arthur Rimbaud. Timothée Robard, acteur dans Les Magnétiques. Agathe Roussel, actrice dans Titane, la Palme d'Or de Julia Ducournau. Anna Maria Bartolomei, actrice dans Le Lion d'Or d'Audrey Diwan, L'événement. Et Lucie Jiang, qu'on a vu dans Les Olympiades, film en compétition à Cannes de Jacques Audiard. Pour les voir un peu plus, je vous invite tout de suite à découvrir le clip et ensuite je passe la parole à Mélanie Goodfellow de Screen International que je remercie pour la modération de cette table ronde. Le clip. Bonsoir. Ça me fait grand plaisir d'être ici avec vous ce soir. Je suis aussi assez émue parce que quand je vois tous ces jeunes talents, beaucoup de vous ont des liens avec des films que j'adorais ces dernières 12 mois.
Donc pour commencer, j'ai préparé des questions très très simples, individus. Je voulais faire avec d'ordre alphabétique, mais Charline, vous ne voulez pas commencer. Est-ce que je suis méchante, je suis désolée. Non, mais, donc, votre premier long métrage, Les Amours d'Anaïs, a été sélectionné pour la Semaine de la critique à Cannes, en séance spéciale pour fêter le 60e anniversaire de la section. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très brièvement l'histoire dans le film, ce triangle d'amour Oui, alors c'est l'histoire d'une jeune femme qui est jouée par Anaïs de Moustier, qui a une liaison avec un homme marié, Denis Podalides, et qui va devenir fascinée par sa femme, qui va devenir curieuse de sa femme et qui va avoir envie de s'approcher d'elle et qui va finir par tomber amoureuse d'elle. Donc c'est une histoire de désir, une histoire d'amour, et c'est aussi le portrait d'une jeune femme de 30 ans qui est au début du film un peu perdue dans la vie et qui est, disons, en proie aux difficultés existentielles et matérielles qui sont propres à son âge et à son époque. Et, vous avez eu un parcours très littéraire avant de réaliser des films. Vous avez fait des études de lettres, vous avez travaillé dans les éditions. Est-ce que ça a influencé votre œuvre cinématographique ? Moi, au départ, je voulais être actrice quand j'étais adolescente. Donc c'est un peu ça ma porte d'entrée dans le cinéma, c'est quand même le jeu. Mais c'est vrai que le deuxième pôle, c'est la littérature, c'est la langue. Et je pense que j'ai été nourrie tout autant par les films que j'ai vus que par les livres que j'ai lus. Et quand j'écris des scénarios, j'attache une grande importance à la langue, à la manière de dialoguer. Et il se trouve que les livres que j'aime sont aussi des livres de l'exploration du sentiment. Donc je pense que tout ça se rejoint un peu quand je fais des films. Ouais. Et l'histoire de Les Amours d'Anaïs, c'était inspiré par votre vie ou par votre entourage, ou c'est vraiment de votre imagination ? Non, c'est ce qu'on pourrait appeler en littérature une autofiction. J'ai nourri le personnage de choses de ma personnalité et j'ai nourri l'histoire de choses que j'ai vécues ou que j'ai fantasmées à partir de ma vie. Ok. Et jusqu'à maintenant, vous avez écrit les scénarios pour vos films, mais est-ce qu'éventuellement, vous pensez que vous pourrez réaliser un film écrit par quelqu'un d'autre ? Peut-être. Je ne me suis pas posé la question parce que j'ai commencé vraiment par l'écriture, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais merci beaucoup. Merci. Alice, vous avez étudié le documentaire à la FEMIS et jusqu'à maintenant, vous avez réalisé plutôt les documentaires, notamment à Nu, qui a été présenté à Berlin dans la section des Encounters, où il a gagné le prix du documentaire pour toute la sélection du Berlinale en 2021. Mais là, vous êtes en train de finir votre premier long-métrage en fiction, Saint-Omer. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce film ? Parce que j'ai lu, je crois que c'est basé sur le fait réel quand même. Oui, exactement. Oui, c'est un film qui, encore une fois, qui traverse la frontière entre la réalité et la fiction, parce que c'est un film qui s'inspire effectivement d'une expérience, à un procès auquel j'ai assisté, et la matière première du film est une matière quasi documentaire, mais qui est traversée en permanence par de la fiction. Et je dois dire que pour moi, je ne fais pas tellement de différence entre les deux genres. Pour la question de la mise en scène est la question qui est première pour moi. Et donc cette expérience dans la fiction, pour moi, c'était un prolongement de mes films documentaires précédents, dans la construction, dans la forme, dans l'écriture, dans la manière de tourner, dans la manière de penser penser la mise en scène, dans la manière même de penser la direction d'acteur. Finalement, je me rends compte que c'était très inspiré, très nourri par mon métier de documentariste. Et voilà, je ne fais pas trop de différence. Et en fait, cette première expérience a confirmé l'intuition que j'avais, que finalement, les deux genres sont très poreux. En tout cas, dans mon cinéma, ils sont très poreux. Parce que je ne sais pas combien vous voulez dire ces moments, mais si j'ai bien compris, c'est aux bases d'un procès pour une femme qui je ne sais pas si vous pouvez expliquer ça. Un procès d'une femme qui a tué sa fille de 15 mois en la déposant sur une plage du nord de la France. Et donc, j'ai assisté, moi, à ce procès. Et en fait, j'ai fait un film à partir de cette histoire, mais qui dépasse, en fait, je l'espère, vraiment le fait divers pour questionner quelque chose de beaucoup plus large, qui est l'ambiguïté, l'ambivalence de la maternité. C'est-à-dire que le procès, il est digéré, enfin, la matière
réelle, elle est complètement digérée, métabolisée pour en faire quelque chose qui dépasse et qui interroge quelque chose de beaucoup plus large que cette histoire en elle-même, quoi. Est-ce qu'il y a des mythologies grecques dedans ou quelque chose? Un peu, ouais, le livre de Médée n'est pas loin, il est très convoqué dans le film. Ouais, oui. Et votre cast, c'est qui est dans le cast? Alors, il y a énormément d'acteurs parce que c'est un film de procès, c'est un huis clos dans une salle d'audience. Donc, il y a une actrice qui s'appelle Keije Kagame, Gulslaji Malanda, qui sont les 2 actrices principales, mais qui sont portées par une actrice qui s'appelle Valérie Dréville, Robert Cantarella, Xavier Mali, voilà, des acteurs magnifiques, formidables. Ok, et c'est déjà tourné en post-prod? C'est en post-prod, oui. Ben, on espère de le voir dans un festival cette année, j'imagine. Okay. Et Arthur, donc, votre film En Oda 10 000 nuits dans la jungle, qui parle d'un jeune soldat envoyé sur une île dans les Philippines jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui, après la fin de les hostilités, il continue à se battre jusqu'à 1974, je crois. Moi, quand j'ai vu le film, et aussi j'ai lu les interviews avec vous sur la procédure pour créer ce film, je me suis demandé pourquoi et comment vous décidez de prendre ce défi de faire un film en japonais sur un sujet tellement japonais. Parce que l'histoire m'a convoqué un peu. Je l'ai trouvée tellement fascinante que j'ai senti qu'elle était pour moi. J'ai même trouvé étrange qu'il n'y ait pas déjà eu un film sur ça. Enfin, bon, je trouve à la fois un peu comme tout le monde, un peu effrayant que le cinéma aille partout et aille comme une espèce de vampire boire le sang de la réalité. Mais enfin, il se trouve que cette histoire, il fallait la raconter. Donc j'imagine que je cherchais à aller très loin de moi et voilà, cette histoire m'a donné tout ce que je cherchais d'exotisme et aussi étrangement de cheminement vers sans doute quelque chose qui profondément me concernait, sinon j'aurais pas, parce que c'était quand même assez long et compliqué à faire. Donc parce que vous avez écrit le scénario en français, c'était traduit en japonais et puis vous avez fait traduire le scénario en français pour comprendre... Oui, c'était un processus un peu compliqué. C'est-à-dire que j'ai écrit en français en essayant d'oublier que les personnages étaient loin de moi. Donc ensuite, il y a un traducteur qui était aussi mon interprète sur le tournage, qui s'appelle Yu Shibuya, qui a traduit le scénario. Et puis je me suis rendu compte que c'était incompréhensible pour moi ce qu'il avait traduit. Donc il fallait bien que je sache ce qu'il y avait dedans. Donc on s'est installé à une table et ça a duré plusieurs mois. Et je lui ai demandé de me retraduire chaque ligne en français pour voir à quel point c'était loin de... Et donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail. C'était comme ça que j'ai appréhendé que j'ai plongé dans la langue, que je ne parlais pas et que je parle toujours pas, mais j'ai commencé à percer un petit peu ce mur opaque de la langue et de la culture japonaise pour me l'approprier un peu. Et sur le tournage, quand même, diriger les acteurs japonais, il y a une façon de faire très différente, une façon de se montrer l'émotion très différente. C'était compliqué de toucher ces différences culturelles Non, moi j'ai finalement pas eu l'impression que c'était si différent que ça. J'ai trouvé les Japonais extrêmement à l'écoute de ce que je racontais et rien de ce que je disais n'était étrange pour eux. Et moi j'avais l'impression de reconnaître plus de choses que de ne pas reconnaître en fait. Et donc alors ça tenait beaucoup au traducteur encore une fois qui était vraiment... je pense, le bon. Mais en fait, les acteurs, le métier d'acteur, c'est exprimer ses sentiments. Donc, effectivement, le Japon est une société où sans doute on les exprime moins facilement qu'ailleurs. Et il y a une forme comme ça de tension sur la question de l'expression de soi et de l'intimité. Mais les acteurs ils font ce métier-là pour échapper à ce carcan. Et donc, et là, ils étaient en plus pas au Japon, puisqu'on a tourné au Cambodge. Et je pense qu'il y a eu un effet libérateur pour eux. Et moi, l'expérience que j'ai faite n'était pas une expérience difficile avec eux. Au contraire, c'était très très riche. Et j'ai pas eu l'impression de devoir dépasser les différences culturelles. Vraiment pas. Okay, merci. Et Déborah, on vous a découvert dans Divine en 2016. Je me souviens toujours de ce film, de cette découverte à Cannes, c'était magnifique. Et depuis, vous avez eu plusieurs rôles, notamment
l'année dernière, Entre les vagues, et aussi qui a eu sa première dans la quinzaine de réalisateurs. Et puis aussi Robust de Constance Meyer, le film d'ouverture à la Semaine de la critique. Dans Robust, vous avez joué une jeune femme, je pense qu'elle veut devenir un boxeur professionnel. Lutteuse. Wrestling. Oh, wrestling. OK. Et elle devient l'agent de sécurité d'un star de cinéma vieillissant, joué par Gérard Depardieu. Et je voulais comprendre, c'est une question très simple, mais jouer avec Gérard Depardieu, c'était comment? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que c'était intéressant? Je voulais savoir. C'était du cardio, mais non, c'était bien sûr c'est un honneur et c'est un apprentissage express de se retrouver face à un acteur qui a autant saisi ce métier et qui a traversé tous les cinémas, en fait, finalement, tous les cinémas que l'on connaît et toutes les nouvelles vagues, les anciennes, etc. Donc c'était beau de me retrouver face à lui et d'apprendre ce qui reste de lui. Oui. Et il a donné des conseils ou pas du tout? Il vous a laissé jouer comme vous voulez, je ne sais pas. Désolée. Non, alors, il grogne beaucoup, mais entre certains grognements, il donne des conseils. Et non, en fait, les conseils, généralement, c'était beaucoup d'insolence et beaucoup de liberté. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens de lui. C'est un homme qui, voilà, il a 74 ans aujourd'hui, mais dans son métier, dans sa manière d'aborder le cinéma, est toujours resté libre. C'est quelqu'un qui m'a appris à faire énormément avec l'erreur. Moi, j'avais très peur tout le temps de me tromper et même en prise, j'ai dit mais pourquoi je me trompe? Et un jour, il m'a repris en me disant mais est-ce que tu te rends compte le trésor que c'est de se tromper et de pouvoir en jouer, que c'est assez précieux dans le cinéma. Et puis aussi, il m'a appris à être au présent. C'est quelqu'un qui ne peut s'empêcher d'être présent, ne serait-ce que il est même beaucoup plus bruyant quand il reste silencieux. Donc il y a quelque chose de très évident, d'une grande présence malgré lui. Et quand vous choisissez les rôles, qu'est-ce que vous cherchez dans un rôle? Est-ce que depuis Devine, vous a été offert plein de rôles? Comme est-ce que après, dans ces dernières 6 ans, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Est-ce que vous avez le choix ou est-ce que vous êtes obligé de prendre les rôles que les gens vous offrent? Non, j'ai quand même eu assez le choix. C'est vrai qu'il y a forcément eu des gens qui ont une pas très bonne lecture de Divine et qui du coup étaient plus tentés de nous offrir dans un premier temps des choses assez clichés, peut-être réductrices, mais ça a été le travail de notre côté justement d'apprendre à refuser et d'inspirer à autre chose, et ça a servi parce que entre temps donc je suis allée au conservatoire, donc ça m'a quand même protégé d'une espèce de vague de projets un peu maladroits. Et non, en fait finalement j'ai eu la liberté de choisir et je choisis plus. En fait je dis tout le temps que quand je suis actrice, je suis aussi spectatrice et je choisis des films que j'aurais aimé voir au cinéma, même sans moi, et des films qui peuvent autant m'apprendre. Moi, j'apprends beaucoup de mes rôles et j'aimerais sortir de chaque aventure de tournage en ayant énormément appris. Et les 2 films dont vous parlez m'ont énormément déplacé, si ce n'est dévasté. Ouais. Merci. Et Rabat, vous, votre parcours, vous avez eu un très beau parcours jusqu'à maintenant. On vous a vu dans Nocturama de Bertrand Bonello, Bande de filles de Céline Sciamma, Grave de Julia Ducournau. C'est très varié. Par contre, vous avez commencé avec Laurent Conté dans Entre les murs en 2018. Et je voulais savoir comment est-ce que cette première expérience, parce que vous êtes retrouvé avec Ansa Rambo, comment est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est là où vous êtes entré dans la profession, ou vous avez déjà fait les expériences avant? C'était Laurent Conté qui vous a introduit à la profession? Mon premier film, c'était Entre les murs. C'était Laurent Conté qui m'avait offert ce rôle. J'étais au collège, c'était lors d'un casting sauvage. Et, suite à ce rôle, en fait, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait rencontrer des gens. À ce moment-là, je me disais pas que j'étais acteur. Je pensais juste qu'on avait fait en fait un film. Parce que quand on a 14 ans et qu'on est issu d'un collège en zone d'éducation prioritaire, on se dit souvent que ça peut pas nous arriver, ce genre d'expérience. D'ailleurs, quand il nous a proposé de faire le film, moi je pensais que c'était un film qu'on allait tourner en tenant chacun notre tour la caméra et qu'à la fin de l'année, on allait organiser une kermesse et puis qu'on allait le projeter dans la cour. Je pensais vraiment pas que le film sortirait déjà premièrement au cinéma et de deux aurait eu un tel succès.
Et donc, même après tout ça, enfin, on avait gagné la Palme d'Or pour ce film. Et même après ça, je me suis pas dit je suis acteur. Je me suis dit ok, on a fait une expérience, c'était super. Et donc, si ça peut se renouveler, parce que j'avais déjà tourné un deuxième film avant la sortie du film. Je m'étais dit que en fait, plus ça se renouvelle et plus en fait c'est du bon et que je prenais que le bon et puis on verra pour la suite quoi. Et ça fait maintenant 13 ans et le dernier film que j'ai fait, comme vous l'avez dit, c'est Arthur Rimbaud. C'est du même réalisateur, Laurent Cantet, à qui je dois beaucoup justement. Et donc à l'heure actuelle, c'était mon premier et là du coup mon dernier film. J'espère pas le dernier, mais le dernier en date. Mais dans le film parle d'une chute d'un écrivain qui est puis lié à des tweets homophobiques ou racistes. Mais ça parle aussi du fait que cet écrivain vient des banlieues, il y a ce mélange de réalité. Est-ce que ça c'est important pour vous que les films ont un côté social actualité sociale qui parle de notre société ou pas vraiment? Bien sûr, comme le disait Déborah, il y a des films il faut pas tout accepter, je pense. Quand on accepte un film, c'est aussi une position qu'on prend et c'est très important de faire des choix. Là, pour le coup, le film de Laurent Cantet, Arthur Rimbaud, parle de l'histoire d'une ascension incroyable d'un jeune qui découvre un nouveau monde, qui est le monde de la littérature. Et au sein des soirées show business auxquelles il participe, on sent qu'il y est à l'aise parce que c'est un milieu qu'il a toujours convoité, mais on sent surtout qu'il a dû travailler en fait pour en être. Et on lui fait comprendre que en fait notre bien-pensance de gauche à tous fait que ça fait plaisir un peu à tout le monde de voir des jeunes issus de banlieues ou d'autres horizons prendre part à ce monde-là, mais que au moindre faux pas, on a bien fait de les renvoyer d'où ils viennent, quoi. Et pour le coup, un sujet aussi complexe que celui-là, je pense à accepter pour un acteur surtout issu de la diversité, ce nouveau mot-là qu'on nous rabâche souvent, c'est quand même un choix qui est compliqué à faire. Et pour le coup, je pense que Laurent Cantet est un metteur en scène qui a les capacités de prendre du recul et de finesse pour justement bien traiter ce genre de sujet. Et donc c'est pour ça que, bien sûr, j'ai été super content de participer à ce film. Merci. Et Timothée, donc je pense que vous avez grandi dans un milieu télévision et cinéma comme enfant. Avec tes parents, Et quand même, vous êtes au début, vous avez toujours travaillé ou étudié pour être technicien de son. Si j'ai bien compris. Ouais. Et je voulais comprendre comment est-ce que vous avez décidé depuis se lancer comme acteur. Je voulais juste, excusez-moi, j'ai pas évoqué votre film, La Magnétique, où vous jouez cette jeune homme qui travaille dans la radio dans les années 80. Tu veux que j'écoute Oui. le film oui, en gros, c'est l'histoire de ce jeune mec de 20 piges avec années 80, Provence, un peu, voilà, pas forcément de... Excuse-moi, je suis en rave. Non, mais ouais, donc c'est province de France, on ne sait pas où c'est. Et il y a ce grand frère qui est super stylé, qui parle bien, qui est super beau, qui a la tchatch. Et lui, c'est le petit frère un peu naze, mais qui est technicien, qui a le feeling technique, comme ça. Et cette histoire de dualité entre ces deux masculinités, en fait, avec, dans tout ça, évidemment, une histoire d'amour avec une jeune femme qui vient créer... qui vient mettre un peu de piment dans cette relation qui est bien instaurée et qui se doit d'évoluer. Et voilà, donc c'est ça, avec sous fond de service militaire et de punk music. Mais comment est-ce que vous avez eu le rôle parce que comment j'ai eu le rôle? Oui. Non, c'est bien, non, c'est très bien que vous avez expliqué. Si vous avez mieux expliqué que moi, excusez-moi. Non, mais comment est-ce que vous avez eu le rôle? Parce que vous avez travaillé dans le son et puis vous je voulais comprendre pourquoi vous avez décidé de puis faire l'acteur. J'ai pas décidé. Oh, ok. J'ai pas décidé. Juste, j'ai fait des études pour faire du son. Je travaille en tant que technicien. Oui. Je suis intermittent du spectacle en tant que technicien son cette année, par exemple. Et juste, j'ai eu de la chance à un moment et j'ai fait un film qui s'appelle Vif Argent il y a 3 ans, qui est sorti il y a 2 ans du coup. Et là, après, du coup, j'ai eu un agent et puis voilà, après, les castings. Et hop.
Donc, est-ce que vous allez continuer à faire les deux professions? Est-ce que c'est possible de continuer dans le son et aussi faire acteur? Moi, j'aimerais bien parce que le métier d'acteur, il est très plaisant à plein d'endroits, mais devoir en dépendre pour vivre, hein, et du coup dépendre du désir d'un metteur en scène, de tout le tralala qui est autour, les productions, les trucs là, hop. Moi, j'ai pas envie de dépendre de ça. J'ai pas envie de voir que quelqu'un soit en amour pour moi sur un film pour être tranquille dans ma vie, pour pouvoir manger tranquillement, payer mon loyer, quoi. Du coup, j'aimerais bien pouvoir faire les deux métiers que j'aime, les deux profondément, mais où il y en a un où ça joue à un autre endroit, qui n'est pas dans l'émotion, qui est juste dans une sorte d'artisanat, en fait. Et voilà, j'aime cette rigueur, quoi. Merci. Et puis, Agathe, donc, vous êtes multidisciplinarienne. Vous êtes bien sûr le star de Titane, mais derrière ça, vous êtes mannequin, actrice, photographe. Vous avez cofondé une revue féministe, Peach. Je ne sais pas si ça existe toujours. Ça existe toujours? Non, on l'a arrêté. Là, on pense à le reprendre. Peut-être. On ne ok. sait pas trop, mais peut-être qu'on va le reprendre parce que ça coûtait trop d'argent, parce qu'on faisait aucun argent. C'est un fanzine, donc c'était très, très DIY, donc on n'avait vraiment pas d'argent à ce moment-là, donc on avait un peu arrêté, mais peut-être qu'on va reprendre. Et puis, excusez-moi, vous êtes aussi passionné de broderie. Je ne savais pas, vous avez aussi... c'est ça, désolé. Oui, bon. Non, mais c'est... Oui, non, mais il y a très longtemps, j'ai monté une boîte de broderie, et donc j'ai effectivement brodé beaucoup de choses. Mais je ne brode plus vraiment depuis. Ok. Mais, anyway, mais le très grand public vous a découvert grâce à votre performance extraordinaire dans Titane de Juliette Ducournau, le vainqueur de la Palme d'Or en 2021. Pour moi, ça me semble, c'est un rôle hyper physique. Je pense qu'il fallait se transformer tous les jours pour le tournage. Et je voulais comprendre comment vous êtes préparé physiquement, psychologiquement pour ce rôle. Parce que c'est... En fait, assez banalement avec un coach et avec différents coachs. Un coach qui a fait que j'ai pris beaucoup de muscles. Une autre coach qui était une danseuse, elle de pole dance, mais qui fait tout type de danse très sexy pour que je puisse danser comme je danse dans la scène d'ouverture, parce que clairement c'était pas je savais pas faire. Évidemment après travailler beaucoup de cascades, toutes ces choses-là, parce que pareil je savais pas me battre vraiment, et encore moins faire semblant de me battre. Donc non, on a travaillé, c'était 2-3 mois très intenses. Donc c'était ça, et puis pour le côté physique, et puis après il y avait beaucoup de répétitions avec la réalisatrice. On a travaillé plein de manières différentes, voilà. Parce que aussi le personnage, c'est très complexe aussi. C'est complexe, oui. Alors c'est complexe parce qu'elle parle pas beaucoup, donc il faut exprimer les choses d'une autre manière. Tout ça, c'est passé beaucoup par le corps. Mais en même temps, après, sa psychologie était pas très compliquée. C'est une psychopathe, donc voilà, c'est une psychopathe. Bon, elle sent pas grand chose, quoi. Donc c'est quelqu'un qui a des pulsions de mort et pulsions de vie, mais qui sont pas forcément expliquées, et puis qui va petit à petit, sous le regard et avec la rencontre qu'elle fait avec le personnage de Vincent Lindon, recouvrer une forme d'humanité qu'elle n'avait jamais connue, et voilà, et mourir un peu plus humaine. C'est un peu la même question que je fais à Déborah. Bien sûr, Vincent Lindon est aussi un personnage très important dans le film. C'était comment travailler avec lui? Parce que lui aussi, il s'est préparé beaucoup pour le film. Franchement, c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu, je pense vraiment. C'est quelqu'un qui est extrêmement bienveillant, extrêmement... je sais pas, en fait, moi, je me sentais hyper en sécurité quand il était là. Un peu comme son ami Gérard. Vincent est très présent. Et moi, je fais tout mon possible pour l'être, mais c'est vrai qu'en étant avec des hommes comme ça, des acteurs comme ça, on n'a pas d'autres possibilités, en fait. Parce que pour eux, c'est infernal, quelqu'un qui n'est pas présent. Et vraiment, vous n'avez pas envie d'avoir, je pense, ni Gérard, ni Vincent qui n'est pas content. Donc, on est bien présent, quoi. Et puis Vincent, c'est un monstre de technique. Il m'a expliqué plein de choses, il m'a montré plein de choses. Il m'a rattrapé un peu au vol quand j'étais vraiment très fatiguée. Il a été vraiment... ça a été une figure, c'était vraiment un phare pour moi pendant tout le tournage. Ouais.
Et vous, que vous avez des autres disciplines qui vous intéressent, est-ce que vous voulez continuer dans la profession comme actrice ou est-ce que vous voudrez bien réaliser des films? Est-ce que vous avez des idées claires? Je sais pas. Ah oui, moi j'ai des idées très claires. En fait, être actrice, c'était le rêve que je voulais, c'était mon rêve, c'est ce que je voulais faire depuis toujours. C'est juste que, comme le disait Timothée, c'est qu'en fait, être actrice, pour devenir actrice, il faut que quelqu'un ait envie de vous filmer. Et effectivement, il y a cette chose qui est à la fois très belle et très difficile de dépendre du désir de quelqu'un d'autre. Donc, qui est vraiment les deux. C'est très beau et en même temps, c'est vraiment ignoble. Donc, c'est un peu les deux. Et du coup, j'allais pas attendre les bras croisés que quelqu'un ait envie de me filmer. Donc, j'ai fait plein d'autres choses. C'est pas vraiment par défaut parce que j'étais très heureuse de faire tout ce que j'ai fait et que je continue à faire. Mais bon, clairement, je m'occupais en attendant, quoi. Et j'ai eu la chance que cette réalisatrice ait envie de me filmer et que la rencontre se passe bien et que surtout que ce soit ce film. Voilà, mais non, moi je veux faire que ça. Puis je ferai mes petits trucs un peu sur le côté, quoi. Ok, voilà. Merci. Et Anna-Maria, vous avez commencé très tôt sur le grand écran. Je pense que vous avez 10 ans, je pense. C'était à 10 ans dans le film de Ionesco, My Little Princess, en face d'Isabelle Huppert. Et puis, depuis, on vous a vu dans L'échange des princesses de Marc Dugan et puis plus récemment La Bonne Épouse. Mais c'est vraiment c'est votre performance dans l'événement qui a gagné le Lion d'Or à Venise l'année dernière, où vous êtes vraiment devenue fameuse. Donc, je voulais juste comprendre comment est-ce que vous voulez venir actrice depuis que vous étiez petite? C'était quoi que je pense que vous êtes le seul child actor dans la sélection. Donc, non, j'ai commencé petite, mais pas vraiment avec l'idée de devenir actrice. Moi, je prenais des cours de théâtre à l'école en activité scolaire. Après, j'ai tellement aimé que j'ai demandé à mes parents de m'inscrire dans un cours en dehors. Et en fait, il s'avère que mon père a une entreprise dans le bâtiment et il avait une cliente comédienne à ce moment-là. Donc, comme tout papa fier, il lui parle de moi. Voilà, ma fille fait du théâtre. Il lui donne un site de casting. Et quand on a regardé sur le site de casting, on est tombé sur l'annonce du film d'Eva Ionesco. Et physiquement, je correspondais à ce qu'elle recherchait. En plus, elle a des origines roumaines. Enfin, on s'est dit, c'est un peu les étoiles qui s'alignent. Donc, on s'est lancé, ça s'est fait. Et puis, après le tournage, je me suis dit, c'était trop bien, j'ai envie de recommencer. Mais je pense que c'est plus à l'adolescence que j'ai réalisé ce que j'étais littéralement en train de faire et que j'ai commencé à l'envisager comme un potentiel métier, une carrière. Et que je me suis autorisée à y croire, quoi. Mais ouais, enfant, child actor. Donc, c'est pas vraiment, parce que j'allais faire une demande, est-ce que c'était difficile à faire la transition de acteur-enfant à acteur avec des rôles plus adultes, mais c'était le seul rôle que vous avez vraiment fait en tant qu'enfant. Ouais. Après, j'ai grandi aussi, je pense, j'ai jamais vraiment arrêté de tourner. Je pense que j'étais un peu à peut-être un film par an. En tout cas, je me suis vue grandir aussi à la caméra et je pense que j'ai moi-même grandi grâce au rôle que j'ai interprété. Et comme le rôle d'Agathe dans Titane, l'événement, c'est aussi très, très physique parce que le personnage, ce qu'elle doit subir dans l'histoire. Mais comment est-ce que vous êtes préparé avec Audrey Diwan? Parce que moi, j'ai l'interviewée avant que le film est allé à Venise. Elle a parlé qu'elle a beaucoup discuté avec vous sur la présence, sur le fait qu'elle voulait que les spectateurs sentaient le corps de la jeune femme. Ouais, on a beaucoup travaillé en amont. En fait, on s'est vu imposer un temps qui nous a été très bénéfique, celui du confinement. Et c'est là qu'on a commencé elle et moi, nouer ce lien très fort qu'il y a entre nous. On s'appelait quasi quotidiennement pour échanger des références de films, de livres qui pourraient nous aider à construire l'arche du personnage. Et puis, après le confinement, on a commencé à se voir pour travailler sa posture, pour travailler aussi la musicalité des années 60 avec le groupe, comment chacune existe dans le groupe, comment chacune vit, comment on comprend qui est quoi, et à travers le corps aussi. Et puis,
puis on s'est dit que voilà, ce personnage, il est très ancré, il est très droit, et elle sait ce qu'elle veut. Donc on s'est dit que voilà, c'est une fille qui marche droit, c'est une fille en plus qui est de classe populaire. Donc on a travaillé aussi la posture. Moi, je suis quelqu'un qui me tient assez droit, donc on a un peu rentré les épaules. On s'est dit voilà, c'est une fille qui fixe un objectif. Donc comment elle regarde un peu par le bas, elle a pas peur et elle défie quoi un peu. Donc on a vachement travaillé ça et puis les scènes un peu plus intenses, les scènes de douleur physique, celles-là, on se les a laissées pour le tournage, en fait. On s'est laissé surprendre, et moi, c'est ce que j'aime. Et ces scènes-là, tu peux difficilement, je pense, enfin, les autres acteurs, vous me direz, mais difficilement les anticiper. C'est des choses qui se trouvent à l'instant T. Et c'est ça qui est excitant aussi, de ne pas savoir dans quoi on se lance. Mais j'ai été très bien guidée et portée par Audrey. Et son regard si juste, c'est rare. Donc... Est-ce qu'elle vous a protégé sur le tournage? Parce que quand même, il fallait se démontrer, il fallait... Oui, bien sûr. Non, j'ai été très protégée. Elle m'a jamais... C'est une femme qui est très loyale et très honnête et qui est une réalisatrice qui aime ses acteurs. Donc, elle m'a jamais emmenée vers des terrains dans lesquels j'avais pas envie d'aller. Donc, j'ai donné, mais parce que je l'ai voulu. Et on est toutes les deux très exigeants. Donc, on voulait aller le plus loin possible. Après, la nudité... c'est propre à chacun. Moi, c'était la première fois que je faisais du nu et il y a de la pudeur, bien sûr, mais je pense que ça passe par plein d'autres choses. Je pense que quand tu es bien entouré et quand surtout tu te sens à l'aise avec la personne qui te regarde, tu peux aller beaucoup plus loin que ce que tu imaginais parce que tu te sens protégé, justement. C'est peut-être une question que j'aurais dû faire aussi à vous, Agathe. Non, si vous voulez répondre. Oui, parce que vous aussi, c'était très... oui, je suis très à poil dans le film, effectivement. Non, moi, de base, je suis pas excessivement pudique, de toute façon. Donc, bon. Non, il y a des moments qui étaient un peu plus difficiles. Je t'en prie. Non, il y a des moments qui étaient un peu... qui sont désagréables parce que d'être toute nue dans la boue, il fait froid. Et puis, c'est un peu... à quatre pattes, c'est un peu humiliant, c'est un peu bizarre. Mais déjà, en fait, à partir du moment où on est d'accord avant de tourner, moi, c'était écrit tant que c'était dans le scénario. En fait, quand j'ai dit oui, je m'engageais pour tout ce qu'il y avait dans le scénario. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment eu de question à cet endroit-là. Et par ailleurs, moi, j'avais une équipe de maquilleuses, notamment, qui ont été extrêmement enveloppantes, qui ont vraiment fait gaffe, qui étaient derrière moi tout le temps, qui faisaient attention, qui me recouvraient tout le temps. Donc, j'ai été hyper entourée par cette équipe-là. Personnellement, moi j'avais eu une prothèse génitale aussi qui aide vachement parce que là, le nu devient vraiment un costume et t'es tellement plus libre dans tes mouvements. Tu te dis, quoi que la caméra chope, c'est pas à moi. Parfois, ça se décolle aussi. Ah ouais. Moi, ça s'est beaucoup décollé. Ok, chiant. Ok, Lucie, vous êtes la révélation de Olympiade de Jacques Audiard. Avant de faire ce film, vous étiez étudiant en économie-gestion à l'Université de Paris, je crois. Suis toujours. Vous êtes toujours. Et c'est ça que je voulais comprendre. Comment est-ce que vous avez décroché le rôle d'Émilie, cette jeune fille d'origine chinoise, hyper diplômée, mais qui prend le petit boulot parce que je ne sais pas pourquoi, elle n'a pas confiance. Je ne sais pas. Mais comment est-ce que vous avez eu le rôle, en effet? J'ai vu des annonces sur Internet, sur Instagram, et ça m'a tout de suite attirée, vu que j'avais aussi ce rêve et que je faisais beaucoup de casting, mais ça marchait pas. Et donc, je me suis dit, un rôle pour chinoise en France, et un rôle intéressant comme ça, c'est maintenant ou jamais. Donc, c'était comme ça que je suis partie voir la casting et ça s'est fait. Ok. Mais est-ce que vous avez eu peur de vous retrouver avec des autres acteurs expérimentés ou comment est-ce que ça s'est déroulé sur le tournage, sur la préparation? J'avais pas le droit d'avoir peur. Je me suis dit que si j'ai trop peur, ça va vraiment être trop, contre-productif. Donc même si au fond de moi j'avais très peur, je voulais vraiment lutter contre cette peur. Ouais. Et une des choses que moi j'adorais dans le film, c'est que à travers le personnage de Lucie, d'Amélie, excusez-moi, on entre dans la communauté chinoise à Paris, que peut-être il y a des autres films, mais je ne l'ai pas vu, et j'adorais ça. Est-ce que ça, c'était important pour vous de montrer cette communauté? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? En fait, dans le film, le but n'était pas tellement de représenter une communauté ou de parler d'une communauté spécialement, mais c'était plutôt d'avoir des rôles de la vie quotidienne qui vivent des choses humaines, des rencontres, des sentiments, etc. Mais il se trouve que ces rôles,
ils étaient d'origine différente que française. Donc pour moi, c'est pas ce qui est le plus important, c'est de pouvoir être chinoise par exemple, ou africain ou quoi que ce soit, et de pouvoir grandir dans un rôle. Ok, vous êtes en train d'étudier l'économie de gestion toujours. Est-ce que vous savez si vous voulez faire encore actrice, ou est-ce que vous êtes qu'est-ce que c'est votre Oui, bien sûr. projet? Là, je continue de faire des castings et oui, bien sûr, je veux continuer, oui. Ok, merci. Donc, on a fait le tour. Déjà, merci beaucoup tout le monde pour avoir expliqué un petit peu vos parcours. J'ai déjà des questions. J'ai une question pour Déborah. Quand vous avez reçu votre César de meilleur second rôle, vous avez déclaré que chaque fois que vous retourniez dans votre train-train quotidien, le cinéma venait vous ravir. Pouvez-vous nous raconter votre premier ravissement du cinéma? Alors, le tout premier ravissement, c'est assez émouvant d'entendre Lucie parler de comment elle est arrivée au cinéma, parce que c'est la même chose pour moi. J'ai vu une annonce sur Internet, et c'est cette annonce une annonce qui a bouleversé nos vies, en fait, en y répondant. Donc moi, c'était pour Divine. Et comment ça a bouleversé mon quotidien? C'était que j'avais répondu à cette annonce, 2 semaines s'étaient écoulées, donc moi, j'avais continué mon train-train quotidien. Et un mercredi après-midi, j'étais sur mon lit avec mon petit ordinateur et la directrice de casting m'appelle. Et en fait, c'est la première rencontre avec le cinéma, alors que j'étais dans mon train-train quotidien. C'est la directrice de casting qui m'appelle en disant voilà, on veut que tu passes le casting. Bon, je savais pas que le casting allait durer 9 mois, mais mais en tout cas, c'était le premier pied à bord, ouais. Ok, mais merci. C'est une question de Marcel Line pour Charline Bourgeois-Tequet. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour prendre Anaïs Desmustier dans le rôle principal pour Les Amours d'Anaïs? En fait, on a fait un court-métrage toutes les deux qui s'appelle Pauline a servi en 2018. Et ça s'est vraiment très 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 bien passé entre nous. C'était une rencontre décisive. On s'est rendu compte qu'on parlait la même langue en fait. C'est ce qu'elle dit elle-même. Elle dit qu'elle n'avait jamais eu l'impression à ce point-là de rencontrer un personnage et une manière de parler qui était aussi proche d'elle. Et bon voilà. Et moi j'avais ce scénario de long métrage et j'avais cette jeune femme qui était très très précise dans ma tête. Et j'ai retravaillé le scénario après le court-métrage en me disant voilà, ça va être Anaïs Desmustier qui va le jouer. On s'était mis d'accord là-dessus, on avait envie de continuer à s'amuser ensemble et j'ai réécrit pour que le personnage soit dans le prolongement, comme une sorte de cousine de la Pauline du court-métrage. Donc, comme je le disais tout à l'heure, du côté de la comédie et tout ça. Et comme c'est un personnage qui est à la fois irrésistible et insupportable, c'était une chance pour moi de savoir qu'Anaïs Desmustier allait jouer ce rôle parce que je pense qu'elle inspire une sympathie immédiate et que donc ça allait pouvoir désamorcer certains côtés du personnage. Et par ailleurs, c'est une très très grande actrice, donc tout ce qui concerne la technique, le fait de connaître son texte à la virgule et d'être très à l'aise dans les plans séquences, parce que moi je travaille beaucoup comme ça avec des plans séquences très chorégraphiés, c'était merveilleux d'avoir Anaïs Desmustier. Okay. J'ai une question pour Arthur, Anna-Maria, Agathe, Lucie et Timothée. Vous êtes nommés pour le prix Lumière 2022, dont les lauréats seront relevés demain soir. La reconnaissance de la presse internationale, quelle valeur cela-t-il pour vous? Je commence. Timothée, vous avez levé votre masque, donc vous allez dire quelque chose. Vous voulez pas? Non, si, je veux bien. Allez. C'est super la presse internationale. Non, c'est vraiment, ça fait plaisir, quoi. C'est bien. Enfin, c'est super, quoi. Et Anna-Maria, est-ce que c'est important pour vous d'avoir les gens qui vous suivent à l'international? Ouais, c'est important. Je pense que toucher à des cultures différentes et un public le plus large possible est quand même notre intérêt et ce qu'on essaye de faire en tant qu'acteur. Et puis moi je suis roumaine, je suis franco-roumaine, donc l'international me parle, j'ai envie de jouer aussi en Roumanie. Et puis voilà, s'étendre au maximum pour avoir accès à différentes cultures, différentes idées, différents modes de vie, c'est ce qui est le plus intéressant, je pense. Je sais pas.
Aidez-moi. C'est cool, la presse internationale. Mais Agathe aussi, est-ce que vous avez voyagé avec Titane? Oui, on est allé au Festival de New York, on est allé à Londres, à San Sebastian. Après, la réalisatrice a voyagé beaucoup plus que nous parce qu'il y avait vraiment beaucoup de... Enfin, la tournée était très longue. Mais oui, non, pour moi, c'est vachement important, la presse internationale, parce que moi j'ai envie de faire du cinéma en France à fond. Mais il y a des gens avec qui vraiment j'ai très envie de travailler. Mais à l'international, franchement aussi. D'autant que ma culture cinématographique, là j'essaie de rattraper mon retard, mais est vraiment beaucoup plus anglo-saxonne qu'elle n'est française. Et moi, c'est vrai que les gens qui me font rêver sont plutôt aux États-Unis, en Angleterre, ce qui n'enlève rien à la France, encore une fois, mais du coup, forcément, si la presse internationale s'intéresse 2 minutes à ce que je fais, ça ne peut que m'aider, je pense. Voilà. Et Arthur, est-ce que vous avez eu Moi, il n'y a que la France qui m'intéresse. Je ne sais pas quoi répondre. Non, mais est-ce que vous avez eu que chez moi. Est-ce que vous avez eu des critiques sur le film de le Japon? Est-ce que c'est encore sorti? Le film est sorti au Japon, oui. Il y a eu de la presse là-bas. Je crois que c'était très positif. Moi, j'ai pas pu aller là-bas présenter le film, malheureusement à cause du Covid, mais c'était positif. Ouais. Non, parce que c'est peut-être aussi cette question. J'ai des autres questions, mais c'est une question qui m'intéresse aussi. C'est est-ce que vous êtes aussi tournée? Agathe vient de répondre à oui, mais Lucie, par exemple, est-ce que ça vous plairait de travailler à l'international aussi? Est-ce que vous avez Oui, beaucoup. Mais en différentes langues, anglaises ou chinoises, c'est très intéressant. Et on se rend compte à quel point le monde il est grand. Et oui, avec le film, on est allé un peu partout aussi, et c'était très enrichissant, une expérience très enrichissante. Ouais. Et j'ai trouvé ça intéressant ce que vous avez dit, Anna Maria, sur la Roumanie. Donc, bien sûr, il y a un cinéma en Roumanie très riche. Est-ce que vous pensez vraiment qu'éventuellement vous pourriez aller travailler, je ne sais pas, avec Christian Monju ou quelque chose comme ça? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, voilà. Non, mais j'ai vu, c'est un réalisateur qui me fascine depuis longtemps. Et je comptais en fait lui écrire une lettre quand j'avais 17 ans pour lui dire que j'ai envie de travailler avec lui. Et puis le temps a bien fait les choses parce que j'ai réussi à le rencontrer là. Lui, il a un festival qui s'appelle les Films de Cannes à Bucarest. Et il m'a invité, on a fait comme une petite session de casting, voilà, une sorte de... Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est moi et lui sur scène, et devant il y a des jeunes acteurs, et on montre un peu comment un casting se déroule, et il m'a fait jouer des scènes de son prochain film, et c'était super. Et voilà, j'étais trop contente qu'il me dirige pendant cette petite heure, mais... Ouais, c'est un réalisateur que j'aime, et puis comme disait Lucie, et puis Agathe, moi aussi j'ai une culture... assez anglo-saxonne, et puis il y a des réalisateurs américains, anglais qui me fascinent, et si on arrive à travailler avec eux, bien sûr, c'est le feu. C'est trop lourd. Et Rabat, est-ce que ça c'est quelque chose? Est-ce que vous se sentez ancré ici en France, ou vous voudrez bien travailler ailleurs ou... Je me ferme pas la porte, mais ouais, non, moi je suis très français, malgré ce qu'on peut dire. Non, vraiment. En fait, moi, quand dans les choix de rôle, en fait, ce qui m'intéresse le plus, vraiment, c'est souvent les sujets qui sont un peu politiques, ou qui se rapprochent un peu des films, on va dire, sociaux, quelque part. Et en France, on est vachement bien servi ou très mal servi. Mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de matière à travailler. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Désolée de vous faire tous le même demande, mais ça m'intéresse. Déborah, pour vous aussi, est-ce que c'est travailler à l'international ou travailler ici Oui, c'était un de mes objectifs que j'ai pu réaliser cet été. J'ai tourné un film en Écosse. Oh. Et alors oui, pas le plus facile des accents, je vous l'accorde. Mais j'y suis arrivée, je suis là, mes frères et sœurs, c'est possible. Mais ouais, c'était pareil, c'était très... c'est différent. Alors, la manière de travailler des anglo-saxons est très différente de celle des Français. Le dépaysement est là, le décalage horaire aussi. Et, mais non, c'est un but que j'aimerais poursuivre, ouais, encore plus après avoir fait cette... Vous pouvez dire quel film vous avez le droit de... Ça s'appelle Girl de Adora Onashile, et c'est un premier long métrage aussi.
Mais c'était en langue anglaise. Oui, c'était en langue anglaise. Il n'y avait rien de français à part moi. Donc votre rôle, vous avez un accent français ou vous avez En fait, j'aurais pu l'enlever, mais pour la réalisatrice a demandé à ce que je le garde. Ah, ok. Pour justifier, parce que c'est une jeune maman et sa fille, et en fait elles ont migré, elles sont passées par la France et elles sont arrivées en Écosse, et ça sert le film de dire qu'elles sont assez nomades. Ah, ok. Voilà. Ah, intéressant. Et Arthur, je sais que vous disiez que vous êtes très très français, mais après cette expérience d'avoir tourné avec des Japonais, pourquoi pas? C'est ça, je me suis demandé, même si les gens sont venus vers vous pour des autres projets. Depuis le Japon? Non, depuis Onoda. Mais peut-être oui. Depuis le Japon, je ne sais pas. Est-ce que les gens m'ont proposé de l'étranger des projets? Oui. Oui, enfin disons, j'ai été approché pour un projet qui aurait été international, mais que j'ai décliné. Moi, le film est la preuve que ça m'intéresse. Voilà. Après, moi, je me pose bizarrement la question inverse, c'est-à-dire j'essaie de comprendre pourquoi j'ai la pulsion d'aller ailleurs et pourquoi j'ai naturellement plutôt du mal à raconter des choses qui sont proches de moi et qui sont de mon temps et de mon lieu. Et donc c'est plutôt, pour moi, l'exotisme là, ça devient d'essayer de faire un film en France aujourd'hui sur des gens qui ont. Alors non, il faut quand même pas pousser trop loin. Hein. Ce sera pas sur moi, mais en fait, si, sans doute plus que les autres. Quoi. Voilà, j'imagine qu'il y aura quand même quelque chose d'un tout petit peu tordu là-dedans, sinon j'arriverai pas. Mais voilà, c'est ça ma question. Enfin, pour le prochain film après. Et désolée de faire le tour comme ça, mais Alice, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse de travailler là, ou suivre les histoires, ou faire un documentaire sur une autre histoire qui ne se passe pas en France? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez évoqué? Non, moi c'est vrai que je suis très centrée sur des choses qui me concernent très directement, et je trouve que effectivement, quand on parle de soi au plus près, on peut parler au monde, enfin on peut toucher le monde. Moi, ma question, c'est plutôt de faire en sorte que le corps noir puisse porter l'universel, ce qui est une conviction politique très profonde et intime, mais ce qui n'est pas politiquement encore aujourd'hui, même dans le cinéma, quelque chose qui est si acquis. Donc je suis quasiment persuadée que parler de moi, c'est parler au monde. Donc voilà, c'est plutôt ça que j'essaye de concrétiser, moi, dans ma pratique du cinéma. Pardon, je ne peux qu'acquiescer. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Très fortement. Et Charline? Alors, moi aussi, j'écris plutôt des choses qui sont très proches de moi. Et donc, pour répondre à la question de départ, à propos de la presse internationale et de la réception internationale, moi, je trouve ça très, très agréable et très plaisant de savoir que le film, par exemple, mon film, il a été vendu quasiment dans le monde entier. Et c'est une grande joie, quoi, de me dire qu'il va y avoir des gens dans des cultures tellement éloignées de la mienne qui vont voir cette histoire. Le film est notamment allé en Inde, où je sais qu'il y a eu un festival où il a vachement plu. Et moi, j'ai pas pu y aller, je regrettais vachement, parce que j'aurais adoré pouvoir parler avec le public indien. Enfin, c'est voilà. Donc et par ailleurs, en termes en ce qui concerne mes prochains films, il y a des acteurs pas français qui me passionnent, et notamment des actrices, et par exemple Cate Blanchett qui va recevoir ce César d'honneur. Et bon, voilà, si un jour je peux avoir la chance de travailler avec certains acteurs ou certaines actrices que j'aime tant et qui ne sont pas français ou françaises, je serais très, très, très heureuse. Ouais. Oui, parce qu'il y a aussi une tradition de ça, les acteurs américains qui viennent ici tourner aussi, donc ça pourrait se passer. Ouais. Oui. J'espère. OK. J'ai une question de John Davies pour tout le monde. Comment préférez-vous que vos films soient au cinéma ou en ligne? Je vais faire cette question au réalisateur, peut-être. Au cinéma? Mais quelle drôle de question, évidemment, sans hésitation une seule seconde. Et je dois dire que le contraire est désespérant, en fait. Enfin, je pense qu'on est tous au bout du rouleau, là, avec ce qui se passe. Et on veut que les films soient vus en salle, par des gens qui viennent tous ensemble vivre des expériences collectives. Et en tout cas, nous, je pense qu'on a à peu près le même âge, et c'est comme ça qu'on a grandi. Et on n'est pas du tout préparé à se dire que les films vont être vus par des gens tout seuls derrière un petit ordinateur. Enfin, il me semble. Vous voulez Je ne peux rien rajouter d'autre. C'est une évidence que je partage, et qui est une expérience dramatique qu'on a vécue depuis qu'on vit, encore une fois depuis 2 ans, et qui nous a fait comprendre encore plus que jamais
l'importance de se retrouver dans une salle et de vivre une émotion collective qui transforme. Et aussi bien d'ailleurs, je pense, en tant que réalisateur qu'en tant que spectateur. Parce que là, l'année dernière, quand les cinémas étaient fermés, on était en dépression. Moi-même, en tout cas, ça change ma vie quand les salles sont fermées. Donc, cinéma sans hésiter. Je vois qu'on n'a que 5 minutes qui restent. Donc, on doit faire une dernière question et puis on va wrap up. OK. OK, tout le monde, c'est une question que vous pouvez tous répondre rapidement. Quel film vous a particulièrement marqué en 2021? Donc, on va commencer avec Lucie. Titan. Oui. Yeah. Anna-Maria. Un film qui m'a marqué en 2021, mais attendez, 2021, j'ai l'impression que ça remonte, je sais pas, faut me laisser un peu plus de temps, je passe mon tour. Du coup, peu de temps de réflexion. Moi, Annette, ça m'a... Et pour le coup, Annette, je vous rejoins sur effectivement voir des films en salle ou sur l'ordi. Je pense que sur mon ordi, j'aurais pas tenu. Mais non, mais c'est vrai parce que c'est long. C'est long et ça chante tout le temps. Donc s'il n'y avait pas l'image en énorme et un son de fou, ça aurait été difficile. Mais j'ai trouvé ça sublimissime, vraiment. Je pense Drive My Car, je pense. Ah, Drive My Car. Ouais, Drive My Car. Ouais. Mais vraiment ton film aussi. Chant, mais vraiment. Il y a un anglais japonais du coup. Bah visiblement, ouais. Non, merci beaucoup. Merci. Ça y est, j'ai ma réponse. Mais pour le coup, moi, je suis très cinéma aussi, mais celui-là, je l'ai vu sur mon ordi et j'ai honte. J'aurais adoré le voir sur grand écran, mais c'est le film de Sorrentino, La main de Dieu. J'ai trouvé ça tellement beau et touchant. Il n'est pas sorti au cinéma, donc. Ouais, mais il n'est pas. Il n'y avait pas des séances. Moi, on m'a parlé de séances spéciales un peu. Ouais. D'accord. Il fallait être là, quoi. Voilà. C'était sublime. Ouais, magnifique. Oui, non, mais je suis d'accord. Oui, c'était bien. Rabat. Eh bien, il y en a plusieurs. J'ai vu un film donc déjà qui s'appelle La vraie famille, qui m'a beaucoup touché. Et moi, grand amateur de rap suprême, forcément, que j'ai vu il n'y a pas longtemps et qui m'est resté encore. Okay. Et Déborah. Moi, je vais être une traîtresse à la nation. Et c'est un film américain, c'est La méthode Williams, avec Will Smith, qui joue le père Williams et les deux filles, sur plusieurs thématiques, dont des représentations de personnages noirs, et en plus des personnes qui ont vraiment existé, et des parcours pas que exemplaires, mais qui, du coup, représentent aussi des failles pour... tout ça et tout ce que ça résonne en moi, la petite fille noire, ça m'a bouleversée et je l'ai vu en salle. Et t'as raison, ça a énormément participé au fait que j'ai pleuré ma race grossièrement. Sarah, ça me permet juste de repenser à un truc, c'est que j'ai aussi vu Entre les vagues, qui m'a fait pleurer ma race, effectivement, et que j'ai trouvé vraiment très 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 beau et très réussi. Notamment grâce à ta belle performance. Donc j'ai 20 secondes chacun. Arthur. France de Bruno Dumont, je pense, qui est le film qui m'a se perturbé. Ah oui. Oui. Étrangement, c'est le film qui me reste le plus. Et notamment pour la performance de Léa Seydoux, que je trouve complètement ahurissante. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais le film est un film qui continue à m'interroger. Donc c'est l'expérience sans doute qui m'a le plus déplacé. Et Alice? Moi, je triche un peu. C'est un film que j'avais vu effectivement sur une plateforme, pas sur une plateforme, mais sur mon ordi en 2021, mais que j'ai vu mercredi au cinéma, qui est Vita Nila Varela de Pedro Costa, qui est un des plus grands films que j'ai vu ces 10 dernières années, plus qu'en 2021. Okay. Moi, je l'ai pas encore vu, mais sans doute il aurait été dans le. Et moi, je triche encore plus parce que je suis obligée d'en citer plein. Il y a évidemment Annette que j'ai vue à Cannes en ouverture, donc c'était fou là pour le coup comme expérience dans cette salle. Il y a France qui m'a complètement pété le cerveau. Il y a le film d'Amalric qui est superbe, qui est quand même d'une liberté. Enfin, Serre-moi fort, ouais, ça m'a fait tellement plaisir qu'il soit encore possible de faire des films comme ça aujourd'hui. Et il y a aussi le film de Joachim Trier, Julie en 12 chapitres. Ah ouais. J'ai oublié. Oh merci. Voilà. Merci. J'ai pas cité ça. Merci. Donc voilà, moi j'en ai trop en fait. J'en ai trop. Bon, je pense qu'on arrive à la fin. Merci beaucoup. J'aurais bien aimé parler encore pour une autre heure, mais nous sommes à la fin. Je voulais vous remercier. Je vais peut-être faire le petit mot de conclusion qui, pour Unifrance, c'est important. Je trouve que vous avez bien parlé de notre cinéma. Vous le représentez bien, le cinéma français. Il a besoin de vous parce que vous êtes aussi celles et ceux qui vont le porter demain.
Et je trouve à la fois votre passion pour le cinéma en salle, on l'a bien compris, et Unifrance est tout cœur avec vous. On fera tout pour que vos films seront vus en salle. En tout cas, on essaye malgré cette difficulté. Mais je pense votre passion du cinéma, votre passion de votre métier, ça va nous porter cette année. Donc j'espère que vous allez être avec nous. En tout cas, merci Mélanie pour cette modération. Merci aux questions. Merci aux journalistes présents. Et en fait, je vous dis à très bientôt parce qu'on a des idées et on va les faire ensemble et on va voyager parce que c'est aussi ça, portant ce cinéma français partout dans le monde. C'est peut-être votre première connexion aussi avec votre carrière à l'international après. Donc, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, nous, on vous propose quand même un petit verre aussi parce que c'est aussi ça. Merci le cinéma français. Merci. Au revoir.